On n'a pas retransmis en direct les discours du chef de l'État, car Parenti téléconsulte à qui le gouvernement a confié le pouvoir de payer les segments satellitaires n'a réservé le signal que pour 3 heures, de 20h à 23h, sans aucune marge de diffusion. C'est ça la précision du directeur général de la RTNC, et pour justifier justement pourquoi le discours du président de la République hier à la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies n'a pas été retransmis en direct sur la RTNC. Pourtant, les décors étaient plantés. Nous attendions ce discours, mais malheureusement, il y a eu ce problème qui s'est posé pour la retransmission directe, tout simplement parce que Parenti, à qui on a confié ce marché, n'a réservé que pendant 3 heures, de 20h à 23h. Toutes nos excuses, très chers téléspectateurs. Les décors implantés pour cette émission, les invités sont les mêmes. Nous avons Patrick Nkanga, qui est conseiller politique à la présidence de la République. Bonsoir, monsieur Patrick. Bonsoir. Nous avons également maître Guillaume Manjolo, qui est secrétaire général à l'Union des libéraux démocrates et chrétiens. Bonsoir, monsieur Manjolo. Bonsoir, monsieur Blaise. Et nous avons également monsieur Freddy Moulumba, qui est politologue. Alors, nous commençons cette émission, très chers téléspectateurs, en vous proposant les discours dans son intégralité, les discours du président de la République hier à la 63e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Toutes nos excuses parce que nous n'avions pas pu vous les proposer, les raisons ont été évoquées. Suivons le garant de la nation à la tribune des Nations Unies dans ce discours. We'll hear an address by His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo, and to invite him to address the Assembly. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, comme plusieurs années auparavant, je me réjouis de prendre la parole du haut de cette tribune, d'abord pour rendre hommage à un digne fils du continent africain, M. Kofi Annan, qui vient de nous quitter il y a quelques semaines, après avoir marqué notre organisation d'un engagement exemplaire au service de la paix. Je salue ensuite le leadership incontestable du secrétaire général Antonio Guterres dans la défense d'un multilatéralisme fort influencé par une ONU réformée. En même temps, j'adresse mes très vives et chaleureuses félicitations à vous, Madame la Présidente, pour votre brillante élection, reconnaissance évidente de votre expérience en qualité de diplomate. Madame la Présidente, lors de mon intervention à la 72e session ordinaire de notre auguste Assemblée, j'avais brossé la situation interne de mon pays en affirmant sur le plan sécuritaire que grâce aux efforts entrepris, nous avions réussi à inverser la tendance dangereuse au centre du pays et à améliorer significativement la situation. Pendant qu'au nord-est, les efforts méritoires fournis par les forces de défense et sécurité nous permettaient de contenir les attaques terroristes. Aujourd'hui, la paix se consolidait au centre du pays. En témoignent
la réinsertion très avancée de familles qui avaient été forcées de se déplacer à l'intérieur du territoire national ou de s'exiler dans les pays limitrophes du fait de violences déplorées. Le défi de la sécurité reste cependant entier dans la région du Nord-Est à cause de la persistance des activités terroristes qui n'ont pas endeuillé seulement le territoire de Béni le 23 septembre dernier, mais aussi d'autres pays de la région. En tout état de cause, ces attaques qui constituent un défi de plus à tous ceux qui ont à cœur la défense d'un monde libre, débarrassé de toute violence aveugle, ne nous empêcheront pas de poursuivre notre action en faveur de la paix et de la stabilité de notre pays, et surtout d'engager d'autres efforts supplémentaires en vue de la sécurisation du processus électoral en cours. Madame la Présidente, au plan politique, en saluant les efforts fournis par toute la classe politique, traduits à travers un consensus global sur le processus électoral, avec pour objectif ultime l'organisation des élections, j'avais mentionné le progrès réalisé, notamment dans la constitution du fichier électoral et l'imminence de la publication du calendrier électoral. En dépit des défis énormes qui jonchent encore son parcours sur tout le plan, comme l'année passée, je réaffirme le caractère irréversible de la tenue des élections prévues à la fin de cette année. Ainsi, la situation politique de mon pays gagne en lisibilité. Toutes les échéances prévues au calendrier électoral en vue de prochains scrutins étant à ce jour tenues. Tout sera mis en œuvre afin de garantir le caractère apaisé et crédible des dits scrutins, gage de la consolidation de la stabilité politique et économique dont la République démocratique du Congo a tant besoin pour son émergence. Madame la Présidente, faire de l'ONU une organisation pour tous, une force mondiale fondée sur des responsabilités partagées au service des sociétés pacifiques, équitables et durables. Tel est le thème du débat général de la présente session. Cela suggère un regard sans concession sur notre organisation en invitant ainsi chaque État membre à valoriser sa contribution au bénéfice de la collectivité universelle et à protéger les valeurs qui font des Nations Unies le rempart de la solidarité, de la paix et du progrès partagé face aux profondes mutations survenues sur la scène internationale, marquées par l'émergence de nouveaux pôles de développement et l'apparition de nouvelles menaces, dont certaines ont des répercussions planétaires. Ce qui justifie une fois de plus tout intérêt de réflexion engagée et partagée autour de la réforme de notre organisation afin d'en assurer un meilleur fonctionnement. Pour autant, l'efficacité de notre organisation dans ce nouveau contexte demeure également tributaire de sa capacité à préserver les idéaux sur lesquels repose l'édifice
de l'équilibre mondial issu de San Francisco. Madame la Présidente, nous ne saurons pas faire de l'ONU une organisation pour tous si l'ingérence caractérisée de certains gouvernements dans les affaires relevant sans aucun doute de la politique intérieure des États, en violation des règles qui la régissent, est dangereusement tolérée, sinon banalisée. Voilà qui explique la position de mon pays de dénoncer et de s'opposer à toute ingérence dans le processus électoral en cours et de financer l'entièreté de ce coût opérationnel. Par ailleurs, mon pays exige le retour aux fondamentaux en matière de démocratie et de droits de l'homme, un des sujets à la base de la diplomatie à géométrie variable, instrumentalisée à outrance par certains pour affaiblir sciemment des pays qui ont pourtant décidé de se tourner résolument vers le progrès. La République démocratique du Congo, quoique vieille seulement de 58 ans d'âge et d'une quinzaine d'années de démocratie, est fière aujourd'hui de partager son expérience en la matière, tant au sein du Conseil des droits de l'homme dont il est membre, que dans d'autres forats régionaux et internationaux. Et ce, en toute humilité, mais sans complexe, ayant présent à l'esprit que le chemin à parcourir reste encore long. Nous ne pouvons faire enfin de l'ONU une organisation pour tous au profit des sociétés durables tant que la faune et la flore des pays détenteurs des grands massifs forestiers ne serviront que d'ornement sous le prétexte bien choisi de constituer le poumon de l'humanité, sinon des réparateurs de dégâts environnementaux causés par les industries du Nord. Si en même temps, aucune volonté réelle d'allouer des contreparties conséquentes à nos populations ne cristallise des engagements maintes fois souscrits, mais jamais tenus. Madame la Présidente, il y a près de 15 ans, le continent africain s'était exprimé d'une seule voix pour demander son entrée au Conseil de sécurité de l'ONU en qualité de membre permanent à l'issue d'une réforme de notre organisation. Compte tenu des changements multiformes constatés depuis de nombreuses années, au nom de l'équité, mise aujourd'hui en exergue dans le cadre de nos présentes assises, l'Afrique souhaite mieux faire entendre sa voix, en écho aux attentes de ces populations qui réclament davantage de représentativité au sein de cette organisation de portée universelle, dont l'essentiel de ses actions de maintien de la paix concerne le continent. Aussi, 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays, et en raison de leurs résultats largement mitigés au plan opérationnel, mon gouvernement réitère son exigence du début effectif et substantiel du retrait de cette force multilatérale. Et pour conclure, Madame la Présidente, je mesure le progrès réalisé aujourd'hui par mon pays.
qui, il y a encore quelques années, était confiné au rang d'État failli, mais aujourd'hui affiche des ambitions d'émergence incontestables, tant les signaux économiques, sécuritaires et politiques sont encourageants. Les défis qui se dressent devant nous ne sont certes pas le moindre, mais ils ne peuvent infléchir ma foi en un avenir radieux pour mon pays, où le peuple sait déjouer le piège de l'histoire et affirmer avec force son attachement à son unité, à son indépendance et à sa souveraineté. Je voudrais aussi vous assurer que la République démocratique du Congo se tiendra toujours aux côtés de notre organisation aussi longtemps que celle-ci restera elle-même à notre côté, parce qu'elle incarne l'aboutissement le plus concret des efforts de tous pour la paix et le bien-être de notre planète. Il revient cependant aux États membres d'œuvrer en faveur d'une organisation plus forte en préservant dans leur agir les valeurs qui l'ont vu naître et dont la portée se trouve sans conteste dans la préservation de l'humanité. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Un discours de Joseph Kabila à la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, très applaudi dans une salle pleine à craquer. Monsieur Patrick Nkanga, pourquoi le président de la République a commencé par rendre hommage à Kofi Annan? Je vous remercie. D'abord, Kofi Annan, c'est un Africain, c'est un digne fils de l'Afrique qui a porté haut les couleurs africaines au niveau des Nations Unies, où il a été secrétaire général pendant des longues années. Mais lorsque nous entamions notamment nos discussions pour réunifier ce pays, il a été parmi ceux qui ont été à nos côtés. Donc c'est quelqu'un qui a participé à la pacification de notre pays. Et lorsque le président de la République rend hommage à ce fils africain, ce n'était que normal que de saluer la mémoire d'un grand sage de l'Afrique. Monsieur Maître Guillaume Manjolo, ce sont des hommages mérités à Kofi Annan, vous le pensez? Oui, tout à fait, tout à fait. Il est très rare qu'on puisse avoir, qu'on puisse mettre en exergue au fait la dimension des Africains qui réussissent, qui apportent quelque chose dans le concert de nations, qui participent à la fierté, à l'honneur de ce que nous sommes, de cette partie du monde. Et Kofi Annan a été un modèle, un exemple, qui a fait son parcours comme diplomate aux Nations Unies, en gravissant les échelles palier par palier, de sorte qu'il a été par ailleurs, en fait, c'est lui qui a lancé l'alerte de ce qui allait se passer dans la région des Grands Lacs, alors que tout le monde s'est tourné les pouces ou d'autres tournaient les dos à la réalité qu'on a connue, qui aujourd'hui nous a causé un paquet de millions de morts dans la partie Est. Et si on l'avait écouté à l'époque, sincèrement, je pense qu'on aurait évité beaucoup de choses. Et partant, il mérite un respect, non seulement au niveau africain, mais au niveau international, mais nous, en tant qu'Africains, nous avons l'obligation identitaire de pouvoir élever, et le chef de l'État a fait, avec énormément de talent, me semble-t-il. Et je pense que c'est une chose à saluer. Monsieur Freddy Mulumba, quelle dimension politique donnez-vous à cet honneur ou à cet hommage rendu à Kofi Annan par le président de la République? Je pense que les Ghana étaient toujours présents dans notre situation politique quand on passe des moments très difficiles. N'oubliez pas que, comme Nkrumah, l'ancien président ghanéen, les panafricanistes, avaient le Congo à cœur. Quand même que nous pensons toujours qu'il
faut que le Congo soit stable. Il faut que le Congo soit puissant pour reconstruire l'Afrique. Pour Kwame Nkrumah, Kinshasa, Léopoldville dans les temps, ça devait être une capitale de toute l'Afrique. Je pense qu'il est normal que Kofi Annan, qui est ghanéen, et surtout que le seul noir qui a occupé un poste le plus important, secrétaire général des Nations Unies, oui, qu'il mérite ses hommages. Je pense que le chef de l'État, Joseph Kabila, s'inscrit dans la logique de tout panafricaniste pour remercier les jeunes fils du pays, de l'Afrique, qui ont travaillé pour les intérêts africains. Bien, et comme si cela ne suffisait pas, Maître Manjolo, le président de la République parle également en bon de Antonio Guterres, secrétaire général aux Nations Unies, et pourtant qui avait manifesté la volonté de venir en République démocratique du Congo pour rencontrer le président de la République, mais son agenda ne lui a pas permis de recevoir le secrétaire général. C'est une façon de s'amender? Non, pas du tout, pas du tout. Il faut, me semble-t-il, faire la part des choses entre, d'un côté, la gestion des affaires internes qui ne demande aucune interférence, qui n'accepte aucune interférence extérieure, et la gestion du monde. Il est vrai qu'on a un sérieux souci au niveau des Nations Unies en ce qui concerne les réformes. Donc les salutations ou les félicitations adressées à M. Guterres portent sur sa volonté d'amener les réformes au niveau de cette institution. Il y a énormément d'aléas, des blocages du fait de ceux qui sont assis depuis très longtemps avec leur pouvoir tiré de Yalta. Donc il est difficile de faire bouger les choses, mais il vient avec cette volonté-là. Sur ces points précis, et je pense que vous poserez la question, on va peut-être en débattre, sur la nécessité d'avoir un membre permanent au Conseil de sécurité. Ça, c'est l'Afrique. Pour l'Afrique, le président a manifesté cette volonté-là. Cette idée-là, en fait, est soutenue notamment par Guterres. D'où les félicitations dans ce sens-là. Est-ce que ça sera suivi? Et la jalousie de membres permanents du Conseil de sécurité, je disais bien tiré au fait des Yalta, fait que c'est un peu difficile. Mais néanmoins, on peut quand même souligner cette volonté ferme de ces messieurs qui voudraient absolument passer à autre chose. De la même façon qu'il a estimé que dorénavant, en harmonie avec l'Afrique, les forces d'interposition ou de maintien de la paix au niveau africain devraient venir de l'Afrique et non des pays autres que les Africains. Nous allons parler de la MONUSCO justement parce que le président de la République a fait part du rôle que joue la MONUSCO en République démocratique du Congo. Nous allons y revenir. Monsieur Patrick Kanga, un petit mot sur cet hommage à Antonio Guterres rendu par le président de la République, et pourtant son agenda ne lui a pas permis de recevoir le secrétaire général aux Nations Unies en République démocratique du Congo qui avait manifesté le vœu de venir dans notre pays. Écoutez, qu'il y ait des incompatibilités d'agenda, cela ne marque pas une forme d'inimitié. C'est des hauts responsables d'État. Cela n'a pas marqué une forme de désaffection du président de la République vis-à-vis du secrétaire général de l'ONU, qui d'ailleurs fait un grand travail, notamment en termes des réformes qui doivent se faire au niveau des Nations Unies. Mais il faudrait contextualiser les choses. Si on peut faire une petite analyse politique, c'est dans quel contexte que ces visites étaient prévues en RDC? Dans lequel c'est dans un contexte où le président de la République devait se prononcer devant la nation sur l'avenir, sur la suite du processus électoral. Et vous savez, nous avons une classe... Sur oui ou non qu'il allait se présenter pour un troisième mandat. Vous savez, nous avons une classe politique, excusez-moi du mot, qui migre certainement vers une certaine forme de maturation, mais il y a aussi beaucoup de formes d'immaturité. Il aurait suffi qu'il y ait quelques étrangers, notamment des hauts responsables, dont le secrétaire général de l'ONU, qui aient visité le président de la République en cette période, pour que l'on dise que les discours qui ont été tenus par le président de la République lui avaient été dictés par certains responsables. Donc si on fait une analyse politique, j'ose croire qu'il fallait laisser le président de la République dans cette forme de solitude, parce que c'était un discours qui devait tenir entre lui et son peuple, le peuple qui l'a mandaté à être président de la République. Il fallait départir cette adresse de toute forme d'éléments d'extranéité. Voilà. Monsieur Freddy Mulumba, en rapport avec Antonio Guterres, le président de la République lui a rendu également hommage, et pourtant apparemment dans les communs de mortels, les gens croyaient que les courants ne passaient pas entre les deux personnes. Personnalité, excusez-moi. Je pense aux affaires de l'État, il n'y a pas d'état d'âme. C'est d'abord les intérêts de l'État congolais, tout comme l'autre travaille pour les intérêts des Nations Unies.
je pense que là, il faut éviter des questions polémiques, surtout dans notre société politique à Kinshasa. Il suffit qu'un étranger parle, on pense qu'il dit la vérité, il vient pour les sauver. Je pense que les chefs, peut-être, ne l'ont pas reçu. Il y a d'autres raisons, je pense que Patrick Anga a bien expliqué. Ça ne demande pas d'autres commentaires. Mais pourquoi vous manifestez toujours une certaine hostilité vis-à-vis des étrangers, M. Freddy Mulumba? Oui, c'est ce qui est dramatique. J'entends beaucoup de gens qui en parlent. Moi, j'ai étudié en Europe, j'étais le seul noir. Mais l'Europe vous a tout donné. Il ne m'a pas donné. L'Europe, j'ai eu la chance d'accéder à la science. C'est la différence. Donc, l'Europe ne m'a pas donné. Je suis parti apprendre. Pourquoi les parents ont préféré que j'aille apprendre en Europe? C'est pour connaître comment ces gens sont parvenus à nous dominer, à nous battre. Comment expliquer notre défaite? Je me suis libéré mentalement. Ce que j'ai dit ici, ce n'est pas qu'on est contre les Occidentaux, on est contre les Européens, non. Nous disons ce que nous pensons être vrai. C'est ça l'Occident d'ailleurs. Quand vous partez en Occident, on vous dit, vous avez la liberté de la pensée. Vous êtes libre. Ce qui est dramatique, c'est quand vous venez en Afrique, tout le monde flatte. En Occident, on ne flatte pas, surtout quand on a un niveau élevé. Mais curieusement, ici, vous flattez les Occidentaux. Moi, je ne suis pas dans ça. Donc, on n'est pas contre eux. Il faut qu'on sache, on est humain comme eux, on a droit à la parole. Non seulement je peux avoir le courage de s'assumer, de le dire clairement. Et on revient sur le discours du président de la République. Hier, à la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République a réservé une part nette à la politique interne, la situation interne de la République démocratique du Congo. Il a commencé d'abord par parler de la situation qui a prévalu en son temps, il y a une année, dans l'espace kassaïen. Et il dit qu'il y a réussite de renverser la tendance dangereuse au centre du pays. Aujourd'hui, la paix retrouvée dans le Kasaï. Vous le croyez? Est-ce qu'il est question de croire ou de ne pas croire, ou question de constater? Vous aviez constaté que dans l'espace Kasaï, il y a calmé aujourd'hui? Je pense qu'il est une question de constater. C'est pas moi seul, vous aussi, vous constatez non, que... moi je pose des questions. Non, vous êtes dans la société, vous êtes dans la société, vous n'êtes pas un extraterrestre. Vous êtes dans la société, vous et moi constatons qu'aujourd'hui, il y a la paix au Kasaï. La paix est toujours relative, mais aujourd'hui, on peut affirmer que les Kamona Nsapu n'existent plus. Et que, comme le président de la République vient de le dire, il y a ce rapatriement de toutes ces personnes qui étaient déplacées et à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Donc aujourd'hui, ce sont des faits que nous devons saluer, même si il a été aussi reconnu qu'il y a des poches de résistance, notamment suite aux actes terroristes, parce que c'est une nomenclature qui doit être ancrée dans notre opinion. Et même au niveau des médias, parce que le quatrième pouvoir que vous êtes, vous devez participer à la construction de l'opinion. C'est ce que nous faisons, M. Kanga. Je ne vous critique pas, j'ai mis mon point de vue. D'accord. Ce narratif n'est pas encore ancré dans notre opinion, parce que lorsqu'on parle de ce qui se passe à Béni, on parle de massacre, on parle de tuerie. On dit rarement... Nous allons y revenir. Parlons d'abord de l'espace Kasaï. C'est des faits liés. Oui. Je pense que même lorsque le président de la République a parlé de ce qui s'est passé au niveau de Kasaï, il a aussi parlé de ce qui se passe au niveau du Nord Kivu. Oui. Donc c'est pour dire que nous devons reconnaître aujourd'hui, ce n'est pas une faiblesse que de reconnaître que tel acte est un acte terroriste, parce que lorsque nous nommons les choses comme il se doit, nous y apportons les solutions adéquates. Mais lorsque nous faisons une négation des faits, cela ne nous permet pas de prendre les choses dans l'ampleur qu'il doit être fait. Donc il est important de reconnaître qu'il y a eu une accalmie dans 90% de l'espace du territoire, et qu'au niveau précisément de Béni, qui n'est pas une situation que locale. On est encore au niveau de l'espace kassaïen, je vous en prie. Bon, si vous voulez circonscrire... Nous y allons progressivement. On décortique point par point les discours du président de la République. Peut-être je suis en train d'engendrer... Restons d'abord dans l'espace kassaïen. Vous m'aviez demandé si c'était un fait, oui. Parce que les mêmes actes sont posés quand même dans plusieurs territoires du pays. S'agissant du Kasaï, chez les Kamona Nsapu, je pense qu'aujourd'hui les forces de sécurité sont arrivées à même
de ces forces négatives. Et la paix est retrouvée, c'est un constat. Ce n'est pas une question de croyance, c'est une question de fait. Vous avez parfaitement raison, parce qu'il y a à calmer de ce côté-là. Maître Manjolo, paix retrouvée, mais les responsabilités doivent être établies. Tout à fait. Si vous voulez revenir sur les faits d'abord du terrorisme, me semble-t-il qu'il faudrait définir pour qu'on ait la même compréhension. Je vous en prie. Hier, me semble-t-il, j'ai eu l'opportunité de vous raconter qu'effectivement, j'étais sur place à Kananga, à la conférence sur la paix et la réconciliation, et j'ai piloté une commission, j'ai présidé une commission de la prise en charge psychosociale et humanitaire. Alors, les faits sont comment? De sorte à ce qu'on puisse les définir utilement pour ceux qui nous suivent. Lorsque cette horde enragée, prétendant avoir des pouvoirs mystiques, d'ailleurs vos collègues de France 2 ont fait un très beau reportage là-dessus, on a récupéré ces jeunes gens à qui on posait la question comment ça s'est passé, les breuvages qu'on leur donnait pour pouvoir agir conséquemment. Alors cette horde fait quoi? On attrape les gens, on les soumet à leur autorité en disant voilà, vous venez avec nous ou bien on vous massacre. Quel type de massacre? C'est notamment ouvrir le ventre de quelqu'un vivant. Vivant, j'entends bien, ça dit, on lui fait montrer, en plus en filmant tout ça, on a eu toutes les images qui avaient été projetées. On n'a jamais vu ça. Jamais sur la planète. C'est-à-dire qu'on a vu dans certains pays, notamment occupés par l'État islamique, on tranche les bras, on tranche les têtes, mais ici, on ne tranche pas simplement. On ouvre le ventre, la personne vit encore. Si ce n'est pas du terrorisme, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut appeler ça. Et que toute la population est soumise à accepter ce qu'ils proposent, autrement on subit ce type de situation. Donc, le terrorisme parfait, au-delà de l'imaginable humain. Les images qui ont été projetées, vous ne pouvez pas les regarder. Je vous donne un exemple précis que j'ai vécu personnellement, parce que je ne vais pas tirer la couverture vers moi, mais ce sera mieux. Vous avez vécu ça où? À Luisa, à Kalamambouche. Votre territoire d'origine. Hein. Oui. Un cousin à moi, Germain, qui est policier du village, et on l'a reconnu juste par sa petite chemise de policier, parce qu'il n'avait pas de chaussures de policier, il n'avait rien du tout. Il n'avait même pas de tenue. Non, il avait juste la chemise de policier. Oui. Et il a été appréhendé par cette milice qui venait du côté de Lumpung, jusqu'à Kalamambouche, c'est juste le groupement d'à côté. On l'a tenu, et on m'appelle pour me dire qu'on est en train de lui trancher la gorge. Et vous y étiez sur place? J'étais à Kinshasa, donc on m'appelle pour me le dire. Et tous les témoignages sont là, notamment du chef Kalamambouche, pour me dire qu'effectivement, votre cousin est en train d'être exécuté. C'était banalisé. Par qui? Mais par les Kamina Sapou, par cette horde-là, que je disais enragée. Alors, si ces types de faits ne sont pas pris en considération en tant qu'actes terroristes, je ne sais pas c'est quoi exactement le terrorisme à ce moment-là. Mais lorsque ces actes ne sont plus posés dans cet espace-là, après qu'on ait pacifié, je pense qu'il est recommandé de pouvoir saluer qu'il y a un travail qui a été fait pour non seulement apaiser la situation, mais permettre aux populations de vivre dans la paix. Donc c'est important, parce que c'est une population qui vit globalement de l'agriculture, de l'élevage, et qu'il faut absolument aller au champ pour pouvoir vivre. Quand vous privez aux gens de sortir, d'aller vers leur champ, ils meurent de faim. D'ailleurs, on a eu des problèmes, des famines à un moment donné dans cet espace-là. On est en train de résorber tous ces déficits liés au manque de produits agricoles, parce que maintenant, les gens sont lancés en train de faire cet exercice d'aller construire leur vie autour de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Donc ces choses-là, on doit les dire. Qu'il y ait encore quelques rescapés ici ou là qui surgissent dans la nuit pour dire voilà, je suis encore comme une Sapou, parce que supposé doté des pouvoirs mystiques, c'est une chose. Mais la réalité militaire, sécuritaire, policière et judiciaire est déjà lancée. Maintenant, vous me posez la question pour savoir qu'en est-il de la justice? Oui. Il faut que les responsabilités soient établies. Tout à fait, tout à fait. J'ai eu l'opportunité de suivre le discours du chef de l'État à Kananga. Il nous a rappelé une chose. Celui de 2017. Oui. Que, voyez-vous pourquoi ces genres de choses arrivent? Parce que chaque fois que ça arrive, et c'est arrivé en 60, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de sang, des rivières de sang. Dans la même province? Dans la même province. La sécession kassaïenne a causé énormément de troubles.
et de souffrance. En lieu et place des condamnés, des jugés, d'enfermés, on a pardonné, on a fait des concessions, on a fait des compromis. Et quand vous faites ça, ça surviendra encore et encore. Donc, il faut absolument mettre en place la machine judiciaire pour que toute personne concernée réponde. Et à l'heure actuelle, un certain nombre de chefs coutumiers qui étaient impliqués personnellement, par volonté propre, ou bien par appartenance à ces mouvements mystiques, d'une manière peut-être détournée, se trouvent aujourd'hui poursuivis. Les agents de l'ordre, supposés être de l'ordre, pas du désordre, donc de la sécurité nationale, aussi bien côté police que côté militaire, sont poursuivis dès lors qu'ils sont impliqués dans les exactions de cette nature-là. Donc c'est ça la situation. Mais le procès prend beaucoup de temps, maître Manjolo. Je vais vous donner un exemple qui va vous paraître peut-être un peu baroque. Dites-vous bien que si vous allez en France jusqu'aujourd'hui, on a l'affaire du jeune Grégory. Ça va faire 30 ans qu'on n'a pas de Mais ça, c'est la France. La France qui a beaucoup plus de moyens n'est pas en mesure de pouvoir gérer un problème d'un enfant qui a été exécuté. Et alors non, c'est-à-dire qu'il y a les temps de la justice. Il y a les temps des médias. Les temps de la justice prend énormément de précautions pour circonscrire la situation. On ne peut pas se lancer avec une allure exagérée de sorte à ce qu'on puisse condamner les gens qui ne sont pas peut-être coupables. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Il y a une pédagogie, il y a une compréhension. Il y a cette nouvelle cosmogonie qu'on nous impose. Ces liens avec l'au-delà qu'on nous impose par ces gens-là viennent d'où? Il faut qu'on comprenne. Il faut de la psychologie là-dedans, il faut de la psychanalyse. Je vous ai dit ici que j'ai été chargé personnellement d'évaluer la prise en charge humanitaire et psychosociale. Mais personne ne pose la question comment on fait ça. Comment on fait cette prise en charge humanitaire et psychosociale? Et comment on le fait? Lorsque vous avez un enfant de 7-8 ans qui, au matin, est à l'école, au soir, on l'abreuve de ce produit-là, les jours d'après revient complètement ivre de cette supposée puissance et abat son professeur. Et que les autres enfants de la classe sont là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous espérez pour ces enfants-là qui ont vécu ça? Donc forcément, on doit se tourner vers les institutions comme le CNPP et autres, des prises en charge psychanalytiques pour pouvoir gérer ce problème-là. Ce n'est pas forcément un problème judiciaire seulement. Il est surtout social. Ça, c'est pour justifier que la justice puisse prendre beaucoup de temps pour trancher sur ce problème de Cameroun Sampou. Tout à fait, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'aspects, puisque à un moment donné, on avait collé ça aux revendications politiques, et finalement, on a écarté les revendications politiques pour mettre autres revendications sur la table. Mais il est aussi vrai que la gestion des provinces, je l'ai réprouvé 1001 fois, en disant qu'on a donné trop de pouvoir à certaines personnalités, notamment les gouverneurs de province. Je pense qu'à ce niveau-là, il faut une réforme parce qu'il y a eu une sorte de clientélisme où on donnait aux gens des titres de chefs coutumiers alors qu'ils n'en avaient pas droit, par clientélisme. Tout ça a été, à l'occasion de cette rencontre-là, mis en exergue. Donc, ce sont toutes ces choses-là qu'il faut prendre en considération, ce qui fait que la lourdeur de la machine judiciaire tient notamment à la prise en compte de toutes ces parcelles des possibilités, des difficultés qui accompagnent la commission de tous ces meurtres, des assassinats et tout ça. Donc, ce n'est pas une chose facile. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes Kassaïen d'origine et vous avez beaucoup de choses à dire sur ce dossier de Cameroun Sampou. Nous évoluons, M. Freddy Moulumba, le président de la République dit que le défi de la sécurité reste entier dans le nord-est, avec notamment le massacre de Beni le week-end dernier. Pourquoi les choses tardent à être résolues au niveau de Beni, des massacres en perpétuité? Oui, je pense qu'il faut se poser la question pourquoi la guerre à l'Est est toujours permanente. Non, parlons, pas l'Est. Non, je parle de climat général. Parlons d'abord de Beni, parce que c'est un cas qui dérange, qui bouleverse les consciences humaines. Mais je dis que ce n'est pas la première fois que ça se passe à Beni. Vous oubliez, je pense, l'année passée, il y a eu encore des massacres. C'est toujours. Donc c'est permanent. C'est pour ça qu'il préfère placer ça dans le cadre de l'Est du pays. Parce qu'il faut dire que depuis la guerre de la FDR jusqu'à aujourd'hui, l'Est du Congo est occupé par des milices et des pays étrangers. Et à cela, il faut ajouter certains bandits. Et vous trouverez que ces milices sont là où il y a les minéraux. Hein. Ils exploitent les minéraux, ils les vendent. Il y en a à Beni?
Mais je pense quand même à Béni, non? Il doit en avoir des minéraux. Les Béni, le Béro. Les coltons, c'est dans la province du Nord Kivu. Mais il faut dire que tout le Kivu est riche. Oui. Ça, il faut le savoir. Donc, ces gens qui se disent aujourd'hui qu'on peut qualifier de forces négatives exploitent les minéraux, ils les vendent à l'étranger. Ça passe par l'Ouganda, tout comme par le Rwanda. Et ça part soit en Chine, soit en Europe. Et les entreprises qui achètent prennent aussi des armes qui vont vendre sur place et ça crée toute cette insécurité-là. Donc il faut dire que ce qui se passe actuellement dans l'est du pays trouve ses origines ou bien ses racines dans la guerre de la Fidèle. Et cette guerre qui était dès le départ, heureusement que nous avait corrigé, avait pour objectif de contrôler les matières premières du Congo. Rien n'a changé. Hier, Maître Mandiol l'a dit, ça, à chaque moment qu'il y a un grand forum à l'ONU, qu'on devrait participer, qu'on voit des massacres arriver toujours. Ce n'est pas fait du hasard. Tout ça, c'est pour justifier peut-être pourquoi la MONUSCO doit rester. Monsieur Patrick Kanga, vous croyez que le massacre des Béni qui intervient quelques heures avant l'ouverture de la session ordinaire, la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est quelque chose de prémédité pour justifier justement la présence de la MONUSCO en République démocratique du Congo? Maître Mandiol l'a dit hier. En droit, on pose toujours la première question lorsqu'on est devant une scène de crime. À qui profite le crime? Et pour le cas précis? Est-ce que ça nous profite à nous? Quelle est la raison pour laquelle le gouvernement accepterait qu'il y ait une telle situation à Béni? Au moment en plus où nous allons aux élections, nous avons besoin d'avoir des voix à Béni, qui est un lieu où il y a beaucoup d'électeurs, il y a une densité importante. Donc nous n'avons pas intérêt à ce qu'il y ait une situation d'insécurité à Béni. Mais cela ne rêvait pas d'une forme d'incapacité ou d'irresponsabilité. Parce que si vous mettez à faire le décompte de tous les moyens humains, politiques, diplomatiques, qui ont été mis au niveau de cet espace de notre territoire pour résorber cette problématique, cela ne se passe pas que dans les réseaux sociaux. L'ancien chef d'état-major y avait fait plusieurs mois. L'actuel chef d'état-major, le lieutenant-général Mbala, à cet instant est à Béni. Oui. Vous pensez que le chef d'état-major d'une force armée peut se déplacer si le gouvernement n'en fait qu'à? C'est une question qui préoccupe le gouvernement. Et au plus haut point, le président de la République a plusieurs fois été sur place. Plusieurs fois, des réunions se sont faites autour de cette problématique, mais il faut aussi qu'il y ait une symbiose parfaite entre les autochtones et les forces de sécurité. Parce que s'il n'y a pas de symbiose parfaite... Mais qu'est-ce qu'il faut? Je peux finir. Je peux finir. Je vous en prie. Je vous en prie. S'il n'y a pas de symbiose parfaite entre les forces de sécurité qui s'y déploient et les autochtones, ce sera difficile à ce que l'on vienne à même de ces poches de résistance. Parce que les ADF, NALU ne sont plus dans leur force telle qu'ils étaient initialement. Ils ont été fortement fragilisés. Mais ils viennent de massacrer, monsieur Kanga. Voilà pourquoi au début, nous avons tenu à ce que vous incluiez la nomenclature de terroriste. Parce que lorsqu'il y a un petit fou en Europe qui tue 2 policiers, on ne dit pas qu'il... Vous croyez que ce qualificatif suffit pour convaincre la population de Béni qu'il s'agit bien des terroristes? Il ne s'agit pas de convaincre. Il s'agit de nommer les choses telles qu'elles sont. C'est des actes terroristes. Quand vous parlez de massacre, cela a une autre connotation. C'est des actes terroristes. Il y a des djihadistes qui sont là. Il y a des gens qui prennent des espaces dans les parcs. Ils octroient une certaine forme de liberté apparente aux populations qui vivent d'agriculture, de pouvoir venir faire leur champ dans un lieu interdit pour créer une certaine forme de sympathie. Et la population, des fois, se voit dans l'obligation de les cacher. Ce sont des méthodes terroristes. Et cela a été vécu au niveau de l'État islamique, cela a été vécu dans plusieurs pays qui ont vécu ces choses. Même en Europe, ces djihadistes, ces imams qui recrutent des jeunes, ils donnent toujours l'impression de mettre en place une espèce de sympathie.
Voilà pourquoi la question n'est pas qu'à avoir au niveau politique ou des responsables politiques. Il faut qu'il y ait une symbiose parfaite. C'est pas que nous insinuons qu'il y a des formes... Est-ce que cette symbiose existe aujourd'hui, la symbiose est ambiguë. La symbiose est ambiguë parce qu'elle n'est pas parfaite. Je pense pas qu'il y a... Qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle soit parfaite? Mais il faut que l'on prenne... Non, les autochtones, nous tous, nous devons prendre conscience que si cette question perdure, elle pose des bases de la balkanisation de notre pays, parce que cela est l'objectif de ceux qui financent et ceux qui sont derrière cette chose, parce que il y a des politiques derrière ça. On va plus se cacher aujourd'hui. Des hommes politiques congolais, bien sûr, originaires du coin. Vous assumez vos propos? Mais j'assume mes propos. J'assume mes propos. Nous avons des discussions avec des gens qui sont originaires de Béni. Il y a des services, il y a des membres des services de sécurité civile qui, d'autres sont des ripoux, parce que ça n'en manque pas, même à la CIA. Voilà pourquoi des fois on arrête ceux qui trahissent leur patrie. Il y a des gens qui sont des complices de ce qui se passe. Et aujourd'hui, on ne va plus se cacher. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait une symbiose parfaite entre la population et les services de sécurité. Parce que si les moyens qui sont mis par le gouvernement ne rencontrent pas une collaboration de la population, et si l'on se cache derrière la population, malgré tous les moyens qu'on mettrait, ce sera difficile qu'il y ait la résorption totale de cette problématique. Monsieur Manjolo, Maître Manjolo, pardon, les ADF, à ce que je sache, viennent de l'Ouganda. Mais Monsieur Kanga parle de la symbiose entre les ADF qui viennent de l'Ouganda et la population. Comment on peut justifier ça? Pas la population, on parle d'une frange. Parce qu'il ne faut pas stigmatiser la population. Tant mieux. La population de Béni ne soutient pas ces terroristes. Oui, d'accord, prenons cette décision. Comme dans toute société, oui, il y a des bons enfants et il y a des mauvais enfants. Le travail pour nous, c'est de chercher ces mauvais enfants, de les extirper de Béni pour que cette situation puisse être résolue. Maître Manjolo, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait cette symbiose? Mais regardez ce qui s'est passé. Je vais faire la comparaison entre ce qui se passe à Béni et ce qui s'est passé dans les Kasaï. On parle du terrorisme. Ici, on sait à peu près qui sont ces terroristes parce qu'ils sont des étrangers, à Defnalou, notamment les Ougandais. J'ai eu l'opportunité, à côté du ministre Raymond Tshibanda, de traiter un peu de ces problèmes. Et parce que nous étions dans les processus de discussion avec le SNDP. En quelle qualité? J'ai été conseiller du ministre de Raymond Tshibanda, aussi bien à la coopération qu'aux affaires étrangères et la coopération. Merci. Et donc j'ai géré les dossiers notamment sur l'intégration régionale, la paix et la sécurité dans cet espace et les solutions qui avaient été apportées par l'espace SADC à travers notamment... Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait cette symbiose? Oui, j'y viens. C'est pour ça que je dois quand même préciser, parce qu'il y a un certain nombre de textes qui réglementent la conduite dans cet espace-là, notamment la traçabilité des matières premières, qui fait quoi et tout ça, dans les cadres de la CIRGL. Mais on constate, c'est pour ça que je voulais faire la comparaison avec l'espace Kasaï, en un an, on savait très bien qu'il s'agissait d'une milice mystico-politique, supposée. On l'a maîtrisée, on l'a neutralisée, on est passé à autre chose. Vous n'entendez pas qu'il y a 15-20 morts au Kasaï. Il n'y en a plus. Mais aujourd'hui, il y en a à Béni. Non, mais oui, mais c'est pour ça que je fais les relais. Maintenant, je fais la comparaison. Je vous explique la situation qui est claire au niveau de l'espace kassaïen, où la population a compris, s'est détachée de ces comportements, et ceux qui avaient commencé ces processus ont arrêté parce que la justice, la loi, les forces de sécurité ont parlé. Maintenant, transportons-nous à Béni. Ça va faire 20 ans. Mettons un peu les panoramas. Quel est le tableau des Béni? Vous avez des milices qui viennent des étrangers, de l'étranger plutôt. Vous avez Defnalou. Vous avez d'autres milices d'origine djihadiste plutôt qui viendraient du côté de la Somalie et autres coins perdus. Vous avez les FDLR. Vous avez maintenant quelques bandits congolais qui sont dans les commerces des minerais. Alors, cette connivence qui se passe entre nos populations, certaines de nos populations, qui soutiennent ces milices-là parce qu'ils veulent absolument participer à un commerce quelconque ou bénéficient de facilités protégées militairement par ces gens-là, est néfaste à notre entité politique qui s'appelle la RDC. Souvenez-vous, lorsqu'on avait interrompu les commerces des matières premières dans cet espace-là pendant presque 1 an, on n'a pas eu autant de morts.
Il y a calmé. Il y a eu accalmie. Oui. Comme par hasard. C'est-à-dire que le lien est tout à fait net entre les matières premières, donc les minerais, et les actions menées sur le terrain. Les actions menées sur le terrain. Mais en même temps, ce qui me paraît un peu délicat, c'est que vous ne nous rappelez pas que dans la résolution des Nations Unies, on a dit que, y compris la MONUSCO, était mêlée au trafic, à la perturbation de la quiétude des populations. Parce que vous le dites déjà. Non, c'est-à-dire qu'il faut quand même que les gens soient au courant. Allez-y. Les Nations Unies elles-mêmes disent que leur MONUSCO installé ici participe au trafic d'armes, au trafic des minerais et au viol sur les populations congolaises. C'est une réalité mathématique et cette réalité est gravée dans leur propre résolution. Mais revenons sur la symbiose. Alors maintenant, si une partie de la population profite de ces facilités tirées de ces milices, en partie de la MONUSCO, d'autre côté, parce que cette MONUSCO, puisque vous posez la question à M. Nkanga, s'il y avait un lien entre ces massacres et les Nations Unies, c'est-à-dire que quand il y a la tenue de la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale. Mais pour maintenir la MONUSCO sur le terrain, il faut justifier sa présence. On la justifie. Vous voulez dire que la MONUSCO y est pour beaucoup dans ce massacre? Attendez, si les Nations Unies, dans leur résolution, disent que la MONUSCO participe au viol, si les choses disent que la MONUSCO participe aux ventes d'armes, au trafic d'armes, si la résolution dit aussi que cette MONUSCO participe au trafic des minerais, en vertu de quoi moi, Congolais, des pères et des mères d'origine, descendants des mains coupées, je prendrai les gants pour pouvoir dire la même vérité, en appuyant encore un peu plus. Mais ce qui est curieux, c'est que autour de cette table, vous ne parlez que de points négatifs, la MONUSCO. Mais la MONUSCO y est dans notre pays, ça fait 20 ans, mais il n'y a pas que de la négation, il y a aussi de la positivité, monsieur Freddy Moulumba. Parce que vous trouvez dans la positivité. Attendez, il n'y a pas que de négatif quand même, non, monsieur Guillaume Majolo? Ça me fait rire. Prêter un avion, ça qui est positif? Non, ça me fait rire parce que... Excusez-moi, bon, sincèrement. Je le dis comme ça, et puis j'aurais quand même aimé que vous puissiez parler des points positifs de la MONUSCO depuis sa venue en République démocratique du Congo quand même. Parce que la question était posée à M. Freddy Moulumba. Oui, tout à fait, mais comme il va prendre la parole, permettez simplement... Je vous en prie. J'essaierai assez bref. Remarquez une chose, vous parlez de la MONUSCO. La MONUSCO est là pour s'interposer entre les forces négatives et la population. À Beni, ils ont leur camp sur place et tout ça. Combien de fois sont-ils interposés pour qu'il n'y ait pas de massacre? Jamais. Les forces de sécurité de la RDC sont intervenues pour défenestrer notamment les M23. Amadou Ndao, d'heureuse mémoire, souvenez-vous. Ce qui fait que vous avez 20 000 hommes sur place. Nous avons l'embargo sur les armes. Mais à un temps, nous avons progressé par moyens propres pour devenir la 10e armée d'Afrique. Qu'on nous laisse faire nous-mêmes, en ce moment-là, on va assumer nos responsabilités. On ne peut pas, chaque fois, lorsqu'on va intervenir, passer par les truchements de ces gens-là qui ne font rien sur le terrain, qui ne sont que des simples touristes. D'ailleurs, on ne sait pas pour qu'est-ce qu'ils font à Kinshasa ici, parce qu'ici, il n'y a pas les communautés à police. Mais il y a des patrouilles qui se font. Oui, pour faire quoi? Pour attraper les gamins? Mais pour la sécu. Mais quelle sécu? Les sécu de qui? Les gens qui roulent tout doucement à 10 à l'heure, là, font quoi comme sécurité? D'accord. Ça vous effraie, vous, au fait? En fait, je le vois. Je constate, je le vois, en patrouille. En patrouille. Il y a quand même une dimension. Ça s'appelle du tourisme. C'est pas des patrouilles, ça. Ils arrêtent personne. Bon, ils regardent. Ces propos n'engagent que son auteur. Monsieur Freddy Moulumba, c'est ce que le président de la République, dans son discours sur la tribune, des Nations Unies, a dit il faut qu'il y ait un retrait progressif des troupes de la MONUSCO. Mais en attendant, avant de parler de ça, quelle lecture politique faites-vous de la situation qui se passe à Beni, avant de parler bien sûr du retrait progressif de la MONUSCO? Non, mais je pense qu'on a presque tout dit. C'est pas un fait de hasard que ça se passe au moment où la centrale de session des Nations Unies s'ouvre. C'est pour justifier peut-être la présence de la MONUSCO ici. Il ne faut pas être naïf. Le problème est que nous sommes gênés. Nous nous gênons pour dire la vérité. Apparemment, la MONUSCO dérange. Je t'explique pourquoi. Allez-y. Il y a une thèse faite par Séverine Osser. Tu es qui? De l'université française de Cambridge, en 2010, sur la MONUSCO.
cette dame est arrivée, pardon, sur la Monique, Oui. en 2010. Qui est devenu MONUSCO Après. après. Il est arrivé à une conclusion. Que la MONUSCO ne marche pas parce que, au sein de la MONUSCO, toutes les forces qui travaillent pour les intérêts de leur propre pays. Et non pour les intérêts des Nations Unies. Les Français travaillent pour les intérêts de la France. Les Belges travaillent pour les intérêts français, les Belges, les Américains. Ce qui fait que ça se télescope et il n'y a pas cette harmonie. Ça, c'est la thèse de l'Université de Cambridge. Deuxième rapport, deuxième élément. Le rapport de l'IFRI, Institut français des relations internationales, sur la MONUSCO, publié en avril 2016. Si on trouve une conclusion, la MONUSCO est inefficace. Pendant plus de 18 ans, ça a coûté plus de 20 milliards de dollars. Pour quel résultat? On a constaté chaque fois à l'Est, à Béni, tout comme dans le Nord Kivu, quand il y a des désordres quelque part, au lieu que la MONUSCO intervienne, les troupes de la MONUSCO partent ailleurs. Ils vont faire leur promenade là où il n'y a pas de conflit. C'est après maintenant massacre qu'ils retournent pour faire la comptabilité. Et parmi ces troupes, on trouve les troupes indiennes et puis aussi pakistanaises. Leurs chefs leur ont dit de ne pas s'engager dans cette histoire. Ils ne peuvent pas mourir pour le Congo. Donc la MONUSCO est là, pas pour nous. C'est pour des intérêts géopolitiques de grandes puissances qui dirigent l'ONU. Revenons maintenant sur la symbiose au niveau de Béni. Parce que c'est très intéressant. Ça, c'est ce que je peux appeler secondaire. Parce que si on n'avait pas connu la guerre de l'AFDEL en 1998, on ne parlerait pas de la MONUSCO. Imaginez-vous, quand Mouzé a parlé ici, il a demandé à ce que, les troupes de l'ONU arrivent, Nations Unies arrivent au Congo. Mouzé était opposé. À Lusaka, on a décidé que ces troupes ne viennent pas comme troupes d'interposition, parce que c'était ça qui était prévu. Pour s'interposer entre les rebelles et les gouvernements. Mais elles viennent comme comme ça. Pas pour s'impliquer. Imaginez, dès le départ, c'était déjà un mauvais départ. Jusqu'aujourd'hui, rien n'a changé. Donc c'est la naïveté. D'où la nécessité de voir le retrait progressif des troupes de la MONUSCO telle qu'elle a proposée par le chef de l'État. Mais je pense qu'il faut qu'ils partent. On ne peut pas se gêner. Ça fait combien de millions de morts ici? Ça fait plus de 6 millions de morts de Congolais. La MONUSCO, ça fait plus de 20 ans qu'elle est ici. Elle a fait quoi? Les Congolais sont gênés, ce qui me fait mal. Quand des rapports sortent comme ça, des thèses de doctorat, sont des blancs qui le disent, et vous noirs là, vous pensez quoi? Qu'on ne se gêne plus. Nous sommes des élites, nous devons être capables de défendre les intérêts de notre peuple, de notre pays. C'est pas normal. Très bien. Puis, c'est pas la première fois que la MONUSCO arrive ici. En 70, ils étaient ici. Ça termine par où? Ça coûte encore plus de 400 000 dollars. C'était beaucoup à l'époque. Pour quel résultat? Mobutu est arrivé au pouvoir. Donc quand Mobutu est arrivé au pouvoir, ils sont partis. Donc, il ne faut pas être naïf. Vous voulez dire quoi par là? Ici, ils sont là. Oui. Avant qu'ils partent, il y a deux possibilités. La première? La balkanisation. La deuxième? S'ils échouent, la deuxième? Mettre un client de l'Occident à la tête du Congo. Point très. Qu'on ne se gêne plus. Il faut le dire ouvertement, que chacun de nous prenne conscience. C'est la raison pour laquelle on parle d'une probable transition. Nous allons y revenir. Non, il n'y a pas de transition, non. Ça, c'est l'histoire, ça, c'est l'histoire occidentale. D'accord, très bien, très bien, très bien. Le président de la République, son discours a été tellement riche que nous sommes limités parfois par les temps, mais nous parlons quand même de la politique intérieure avec ce consensus global sur le processus électoral, avec la tenue des élections le 23 décembre 2018, et le président de la République a insisté sur le caractère irréversible de la tenue des élections à la fin de cette année et le respect du calendrier électoral tel que nous le constatons aujourd'hui au niveau de la centrale électorale. Caractère irréversible des élections pendant qu'il y a un point d'achoppement qui divise la classe politique congolaise, c'est bien la machine à voter et le nombre, le fichier électoral avec des électeurs fictifs tels que constatés par les experts de l'OIF. Comment on peut avoir un caractère irréversible des élections pendant que la classe politique est divisée, M. Nkanga? La classe politique, c'est qui la classe politique? Parce que il ne faut pas être un consommateur des discours venant de l'opposition.
Et qui les consomme? Lorsque vous parlez... Qui consomme ces discours? Non, parce que vous dites la classe politique est divisée. Moi, je suis électeur fictif. Je prends le point de vue de l'opinion. Ok. C'est à vous, les experts, de donner les réponses. Je ne consomme pas. Mais quelle opinion? J'étale ce point de vue au niveau des experts que vous êtes et vous donnez votre point de vue. Nous faisons aussi partie de cette opinion. Les électeurs fictifs... Mais malheureusement, vous êtes parmi les décideurs. Les électeurs fictifs, ni l'OIF, ni la CENI n'a eu à reprendre ces mots. C'est des mots qui sont répétés et dits de manière récurrente par l'opposition. Le président de la République a d'abord dit qu'il y a un consensus au niveau de la classe politique sur le processus électoral. Quel est cet opposant qui n'a pas déposé sa candidature au niveau de la CENI? En tout cas, ceux congolais et remplissant les conditions. Mais on a vu la suite? Presque tous les acteurs politiques ont déposé leur candidature au niveau de la CENI. La Cour constitutionnelle a fait son travail de par la suite qui lui avait été réservée par la CENI. Il y a eu des recours qui ont été faits. La Cour a rendu son arrêt. On peut faire l'objet d'un commentaire là-dessus. C'est ça l'esprit républicain. S'il n'y avait pas un consensus sur les fondamentaux qui régentent ce processus électoral, je n'ose pas croire que l'UDPS, au jour où nous parlons, aurait des candidats députés provinciaux, des candidats députés nationaux et un candidat... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Pourquoi vous parlez seulement de l'UDPS pendant que l'opposition est plurielle? Mais je n'avais pas fini. Allez-y. Un candidat président de la République. Ce n'est pas le seul parti de l'opposition. Comme vous voulez que je sois dans l'énumération, il y a l'UNC, il y a le parti de M. Fayoulou, les CIDE, il y a Matungulu, il y a autant d'opposants. Monsieur Mabaya. Voilà, vous en connaissez d'autres. Il y a des nouveaux opposants qui naissent aussi. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils naissent. Il y a des nouveaux opposants. C'est pas possible. Comme d'autres qui viennent et qui veulent s'ériger en opposants historiques. Je vous en prie. Voilà. Mais non, si vous dites que toutes ces personnes acceptent de porter leur candidature au niveau de la CENI, et jusque-là, l'opposition a tenu plusieurs réunions. J'ai lu, à titre informatif, les conclusions de leur réunion. Nulle part, je n'ai vu où ils se disaient se retirer du processus électoral. Nulle part, j'ai vu qu'ils disaient qu'ils boycotteraient les élections. Peut-être que c'est pour bientôt. Peut-être que c'est pour bientôt. Wait and see. Ce n'est pas une mesure qui viendrait surseoir à la tenue des élections de toute façon. Et elles auront... c'est simplement pour dire, s'il n'y avait pas un consensus sur les fondamentaux, je n'ose pas croire que l'opposition allait participer à ce niveau aux élections. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun fait probant qui manifeste que l'opposition ne va pas participer aux élections. Mais non, qu'elle puisse contester, qu'elle puisse récuser certaines choses. Cela, c'est quasiment dans son rôle naturel. Depuis que nous sommes aux élections, depuis que nous avons emprunté le schéma démocratique des élections en 2006, l'opposition a toujours été dans son rôle. Je peux même dire qu'elle est dans une espèce de constance. Maintenant, est-ce que nous allons nous en tenir à des caprices qui sont faites de manière répétée pour ne pas parler des élections? Vous croyez vraiment qu'elles sont des caprices? Je pense que c'est beaucoup de caprices. Parce que quels sont les faits techniques que l'on reproche? Moi, je ne suis pas le porte-parole de la CENI. Je ne suis pas là pour parler de la machine à voter. Mais j'aimerais bien que lorsqu'on débat, que l'on dise les faits techniques que l'on reproche à la machine à voter. Prochainement, on va vous chercher, et puis on cherche quelqu'un de l'opposition, il y aura... Non, il faudra chercher le porte-parole de la CENI. Si je viendrais parler ici, ce serait pour parler de notre candidat. Vous avez peur d'affronter quelqu'un de l'opposition? Non, nous on est des républicains. Oui. J'ose croire que être républicain, c'est respecter ses institutions. Voilà. Monsieur Freddy Moulumba, avant de prendre Maître Manjolo, parce qu'apparemment sur ce point il a beaucoup à dire, un petit mot sur le caractère irréversible de la tenue des élections telle que l'a proposé le chef de l'État dans son discours sur la tribune des Nations Unies, à la tribune des Nations Unies. Non, tel qu'il a dit. Voilà. Tel qu'il a dit. Oui, merci, Monsieur Patrick. Blaise, moi ce qui m'étonne, dès le départ, tout le monde réclamait les élections. Maintenant, on parle aux élections, les gens disent non, on fait la transition. Ça signifie quoi? Notre classe politique a peur des élections. En cas d'élection aujourd'hui, beaucoup seront battus.
Et tu verras, ils font du boulot à la télévision, ils sont à Kinshasa. À l'intérieur, ils n'existent pas. Donc, si y a élection aujourd'hui, trop peu seront élus. Et tu sais, en politique, ici, au Congo, quand on n'est pas politicien, on n'est pas politique, en tout cas, on est mort. Ils seront battus parce qu'il y a plus de 6 millions d'électeurs fictifs qui n'ont pas d'empreinte digitale, ou ils seront battus parce que c'est le réel politique sur le terrain? Non, je pense que, regardez, depuis la conférence nationale souveraine jusqu'à ce jour, vous avez les mêmes élites qui sont habituées à négocier pour accéder au pouvoir. Ils accèdent au pouvoir, ils sont au gouvernement national. Quand ça ne marche pas, ils deviennent opposants. Il n'y a rien de sérieux. Je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse, les jeunes gens qui émergent, qui ont d'autres ambitions, ne veulent pas avoir cette classe politique. C'est une classe politique qui ne rêve pas le Congo. Ils rêvent le ventre, la mangeoire. Dès qu'il est ministre, dès qu'il est tel, il rentre au village, tout le monde est debout. Il est content. Ce sont des drames. Il est sur les Chipoï. Or, ce qui est important pour les non-politiques, c'est rendre le peuple heureux. Pas faire des discours à la télévision. Mais ce qui ne semble pas être le cas aujourd'hui. Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle ces élections qui vont venir, on doit renouveler la classe politique. Elle est médiocre. Il faut le dire ouvertement. Il faut la renouveler pour trouver notre classe politique qui va se mettre au service du peuple. Parce que quand vous avez des comptes à rendre de la population, et vous savez que demain, il y aura encore l'élection après 5 ans, vous aurez peur. Mais quand vous passez de négociation en négociation, ça fait 20 ans, qui vous a élu? C'est ça le fond du problème. Je pense que qu'il neige ou qu'il pleuve, il y aura bel et bien élection. Et le 23 décembre, on aura un chef de l'État. Ça sera le début d'un changement. Regardez, tout le monde qui a travaillé. Moi, ça m'étonne. Depuis 60 jusqu'à cette date, vous avez 3 catégories des hommes politiques. La première, vous avez les anciens colonisés, ce qu'on appelle les évolués. La deuxième, qui étaient à l'école des Blancs, belges, qui ont été fabriqués. Laisse-moi terminer, il y a encore beaucoup de minutes, il n'y a pas de problème. Il faut expliquer pourquoi. Non, c'est moi qui gère, les minutes. C'est moi qui gère les minutes, M. Moulumba, en connivence avec le réalisateur. Écoute un peu, il faut expliquer à notre peuple ce qui se passe réellement. Il y a les anciens évolués qui travaillent pour les intérêts étrangers. Ça, c'est la première. La deuxième. Deuxième classe, vous avez la classe des mouboutistes, des jouisseurs, qui ont hérité tous de la colonisation, qui ont tout bouffé. Et la troisième? La troisième, nous avons ce que Moussa Kabila appelait les conglomérats d'aventuriers, des élites mondialistes, qui préfèrent travailler pour les intérêts des multinationales. Et toute cette classe, il n'y a pas eu renouvellement de la classe politique. Vous avez des pères, des grands-pères, pères et fils, tous font la politique. Vous voulez voir quoi? Or, les prochaines élections, ce sont les petits-fils qui vont venir. Non, il faut renouveler la classe politique. Il faut la renouveler de fond en comble. Si nous voulons demain avoir un État sérieux, un État qui va s'assumer avec un grand rêve panafricain. Mais quand vous avez tous ces politiciens qu'il faut que manger et dormir, il n'y a pas d'avenir. Maître Manjolo, c'est ça le caractère irréversible des élections telles que l'a dit le président de la République devant le monde entier. Les élections, la tenue des élections le 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo, avec bien sûr la machine à voter et les nombres, plus de 6 millions d'électeurs fictifs tels que l'avait souligné. Fictifs, ce ne sont pas des électeurs qui n'ont pas d'empreinte digitale. Non, ça c'est autre chose. La loi ne proscrit pas la possibilité de ne pas avoir des empreintes digitales. Il faut lire la loi électorale. Les appeler fictifs, c'est parler des électeurs qui n'existent pas. Soyons pragmatiques. Alors l'opinion risque de garder. Monsieur Kanga, quand moi et vous nous sommes allés pour avoir le carte d'électeur, la carte des lecteurs, on nous a pris des empreintes digitales ou non? Exactement. Mais alors pourquoi il y a au moins 6 millions qui n'en ont pas? Pourquoi? Est-ce qu'on a pris que les empreintes? Est-ce que dans la carte d'électeur il y a des empreintes? Non, il n'y en a pas. Mais au niveau de la machine, il y en a. Oui, il n'y a pas que les empreintes comme moyen d'identification. Et pourtant la question était plutôt posée à M. Non, parce que vous revenez sur la nomenclature fictive et ça risque de rester pensant que c'est vrai. Alors ce que vous dites n'est pas vrai. Ni la loi parle de l'obligation irréversible ou inéluctable d'avoir des empreintes et pour qu'être dit électeur. Mais la loi parle des bulletins de vote et pourtant la CENI propose la machine à voter, M. Guillaume Manjolo. Ouais, mais je pense qu'il y a peut-être un peu de confusion dans tout ça. Non, il n'y en a pas. Recadrer les choses s'il y en a quelques-unes. Oui, je vais peut-être recadrer les choses. Allez-y. Les caractères irréversibles, aujourd'hui, c'est dans la lecture notamment qu'il faut voir ça. Le chef a dit la lisibilité. Puisqu'irréversible a été en 2017, irréversible revient en 2018,
Et il ajoute à ça la lisibilité. Donc on peut lire aujourd'hui clairement la situation de la RDC. On est sorti de la nébuleuse éventuelle avec des positionnements assez rococo pour les uns et les autres pour aller dans une direction. C'est rococo. Tout à fait. Ça veut dire C'est-à-dire ça, c'est Maître Manjolo ça. Quand vous avez des revendications qui ne tiennent à rien du tout et qui sont plutôt du ressort de brassage des vents, c'est un peu normal qu'on appelle ça rococo. Alors, vous voyez, il y a une dimension qui a été relevée par les chefs. Malheureusement, on n'en a pas parlé. Peut-être qu'on a. On tend vers la fin de l'émission, Maître Manjolo, oui. C'était la RDC. Puisque là, on est en train de parler des gens. Inclusivité, machine, cécité, tout ça. On ne parle pas de la RDC. Or, ici, les tons, c'est un ton affranchi et apaisé du chef, avec une lisibilité précise. On l'avait très modéré, hein? Non, c'est pas la modération, c'est l'apaisement et c'est l'attitude de quelqu'un qui est affranchi. Voyez-vous, il est assuré de lui-même de ce qu'il a envie de faire. Parce que vous avez relevé ici que Guterres devait venir, il n'y avait pas que Guterres, il y avait aussi la dame américaine qui voulait aussi venir. Voyez-vous, alors... Elle s'appelle comment encore? Nikki Haley. Même le président angolais de oui, tout le monde voulait venir. On dit mais non, c'est pas le moment. L'affranchi fonctionne comme ça. Mais on revient sur les élections. Donc les élections ici, ce que vous dites, mais malheureusement vous nous servez les confortables certitudes des opinions qui sont tirées de la moisissure de la colonisation. Et ce n'est pas bon. Parce que vous nous réservez ce qu'on nous a réservé depuis très longtemps. Les machines et les bulletins. La lisibilité tient du fait que la communauté juridique, ce qu'on peut l'appeler comme ça selon Habermas, qui s'est réunie à la Cité de l'Union africaine, à qui on a confié de réfléchir un peu des modalités pour aller aux bonnes élections. Et finalement, qui s'est réunie de nouveau au niveau de la CENCO, a décidé de solliciter auprès de la CNI la technicité pour dire comment est-ce qu'on pouvait tenir 3 élections en un jour avec autant d'électeurs, sans pour autant dériver en matière de finances. Alors, la CENI avait pour mission de donner des pistes et des solutions, notamment cette fameuse machine. Mais la machine, c'est un marqueur des bulletins. C'est ça la différence. L'imprimante qui marque les bulletins. L'appellation est malheureuse pour la plupart des personnes parce que simplement, peut-être que la langue française nous pose problème pour beaucoup d'entre nous et que les mots justes ne sont pas employés. Il s'agit des marqueurs des bulletins. Donc le mot bulletin est bel et bien dedans. C'est-à-dire on prend un bulletin, on les glisse dans la machine, on pointe son choix et les bulletins sortent, on récupère les bulletins, on met dans l'urne. C'est ça le processus. Mais beaucoup en parlent sans pour autant, voilà, l'idée première même de quoi il s'agit-il. J'ai entendu quelqu'un sur un plateau, grandiloquent, brassant tout et n'importe quoi, mais jeter à la figure l'électronique. Il ne s'agit pas de ça. Et quand vous voyez cette entreprise anglaise qui est arrivée, à qui on a sollicité l'expertise, qu'est-ce qu'elle dit? La machine est bien entendu fiable, néanmoins, il faudrait peut-être pour pouvoir sécuriser les uns les autres, boucher tel trou, boucher tel trou, boucher tel trou. Personne jusque-là n'a dit que la machine n'était pas viable, n'était pas utile. Donc, sur ce point-là, mettons de côté. Maintenant, revenons à la fiction. Qu'est-ce qui est fictif? C'est ce qui n'existait pas. Or, ici, on a l'identification, n'est pas l'empreinte. Aucune empreinte ne va voter. Ce sont les identités des gens qui prédisposent pour eux d'être affichés devant les bureaux de vote. Quand vous allez, vous, M. Blaise, pour aller voter en tant que Congolais qui a cette opportunité, on vous indique votre bureau de vote, vous trouvez votre nom affiché. Il n'y a nulle part votre empreinte qu'on va devoir vérifier. Vous mettrez votre empreinte pour marquer effectivement que vous avez voté ces jours-là. Donc, il y a des correctifs en droit qui font que une erreur qui peut être commise parce qu'on n'a pas encodé les empreintes d'une série de personnes, erreur matérielle, mais néanmoins, en ce qui concerne la fixation de l'identification est réelle, dans la mesure où ce n'est pas l'empreinte qui vote, c'est le nom et la figure qui votent. Et vous avez votre identification, M. Blaise, votre adresse et votre bureau de vote, et vous êtes affiché en tant que tel. Alors, je ne sais pas de quoi on parle réellement. Si on le fait
comme le chef l'a fait de manière affranchie et apaisée, voyez-vous que, y compris vous-même qui étiez réticent, vous me suivez, vous me comprenez. Donc, ce qui fait que moi, j'étais réticent. Moi, monsieur Manjolo. Non. Monsieur Manjolo, moi, je fais rapporter ici les opinions de la population et moi, je joue le rôle d'intermédiaire. Oui, mais c'est pour ça que je veux dire que les confortables certitudes des opinions, on doit s'en débarrasser. Parce que les opinions, il disait Parménide, je le répète, il y a l'opinion et la vérité. La vérité, c'est ce que je viens de vous dire. Vous irez. Mais c'est ça votre rôle. Non, vous n'avez pas la garantie vous-même, là, que votre empreinte a été... Qui vous dit ça? Non, j'ai dit, ni vous ni moi d'accord. n'avons la garantie que notre empreinte a été encodée utilement. Mais néanmoins, nous avons la garantie que nos noms ont été retenus parce que nous avons la carte, on peut l'exhiber. Et que de cette carte, on peut aller et trouver nos noms affichés devant un bureau de vote. C'est ça la différence. Alors, voyez-vous, entre ceux qui paniquent sans cesse parce qu'ils commercent les vents et ils sont en train de surfer sur les frustrations légitimes, me semble-t-il, de certains membres de notre société, notre communauté, notre collectivité, et ceux qui travaillent au jour le jour pour l'amélioration des conditions, pour l'avancement, pour les progrès cités dans les textes du chef de l'État, je préfère pour les seconds, ceux qui travaillent pour les progrès, pour l'avancement, sans acrimonie, sans ressentiment, dans la passion pour la RDC. Ici, je sors d'un texte qui me paraît tout à fait intéressant. Maître, nous tendons vers la fin de l'émission. Oui, je clôture là-dessus. Oui. Donc, je vous invite simplement de faire en sorte de nous aider, vous qui êtes les journalistes, de ne pas aller réchauffer la moisissure de la colonisation pour nous servir, estampiller inclusivité, estampiller je ne sais pas quoi machine, estampiller, je ne sais pas, toutes ces étiquettes qui sentent les moisis sont dictées par les officines. Toutes ces certitudes confortables qu'on nous propose sont certifiées extérieures. Parlons un peu RDC, notre position. Constatez vous-même, tous ceux qui sont rentrés en responsabilité, qui hier insulté Kabila, est-ce qu'ils en parlent encore? Beaucoup sont les premiers, ils sont même devant nous en train d'applaudir un peu plus. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes jaloux? Non, moi je ne suis pas jaloux. Ah d'accord, ils sont plus convaincus aujourd'hui. Tant mieux. Monsieur Freddy Mulumba, nous tendons vers la fin, nous sommes à la fin de cette émission. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir du discours de Joseph Kabila à la tribune Nations Unies? Ouais, je pense que les mots les plus importants, d'ailleurs lui-même il a dit, souveraineté, indépendance, il y avait trois mots qu'il a prononcés, excusez-moi. Non-ingérence. Non-ingérence. Donc je pense que le président Kabila, il n'a pas de mandat encore à gagner. Il ne sera pas candidat. Je pense qu'aujourd'hui, on peut lui faire confiance dans tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il disait, il a fait ce qu'on lui dit. Il faudrait de notre côté qu'on dépassionne les débats. Les débats politiques au Congo est tellement passionné qu'on n'arrive pas à savoir où est l'essentiel ou l'accessoire. Ça, il faut demander d'abord aux hommes politiques, ne pas faire trop de polémiques, parce que ce qui se joue ici, c'est la survie de notre nation. Et aux intellectuels, aux journalistes, de faire leur travail. C'est ce que nous faisons, monsieur. Mais malheureusement, beaucoup sont devenus des politiciens, de brouiller les cartes. C'est ce qui n'est pas bon. Très bien. Monsieur Patrick Kanga, qu'est-ce qu'on peut retenir du discours du chef de l'État? Je pense que le président de la République a démontré, une fois de plus, que c'est une personne constante et avec des principes. On ne peut pas être un homme d'État, on ne peut pas être un homme politique si l'on n'a pas une certaine constance dans ses principes. Et je pense qu'il a démontré cette constance dans les principes et il a consolidé la fierté et l'indépendance de notre pays. Nous l'avons certainement acquis le 30 juin 1960, mais être indépendant était une autre chose. Aujourd'hui, j'ose croire que politiquement, la RDC est un État indépendant qui se fait respecter. Il est vraiment passé l'ère où on faisait des choses de manière à nous imposer sans nous consulter. J'ose croire que pour la postérité, nous espérons que nous aurons des hommes politiques qui veilleront à la respectabilité de ce pays. Maintenant, il y a un nouveau challenge. Nous sommes un pays économique. En cela aussi, le président de la République a jeté les bases d'une indépendance économique. Et moi, je ne ferai que renforcer ce qu'a dit M. Freddy Mulumba. Dans l'irréversibilité des élections, nous espérons qu'il y aura un renouvellement de la classe politique. Un renouvellement d'esprit qui peut aussi être physique, mais un renouvellement d'esprit. Guillaume Manjolo.
La communauté congolaise, à travers les chefs de l'État aujourd'hui, va devoir travailler dorénavant. Le futur se fixera dorénavant sur les assignations majeures que sont notamment la loi. Nous avons eu la loi électorale qui est une loi d'assainissement et de la purge pour moraliser l'espace politique. Espérons que ça va continuer ainsi. Nous avons une constitution qui a subi énormément d'attaques quasi militaires, je dirais même des raids militaires de la part de certains politiques pour leurs propres intérêts, notamment votre fameux moratoire. Souvenez-vous. C'est quoi votre fameuse? Quand vous dites votre... le fameux moratoire a été décrété par qui? Non. Selon le fameux moratoire ou votre fameuse moratoire? Non, mais c'est-à-dire que ce sont des terminologies qui sont organisées par ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition, qui hier, pour pouvoir couvrir certaines turpitudes, ont lancé ça. Vous pensez que je fais partie de ces gens-là? Non, ne les prenez pas partie. Très bien, très bien. Je rappelle quelques principes. C'est une façon de parler. Oui. Donc, la volonté manifeste de s'adosser à la loi dorénavant, d'avoir comme phare d'Alexandrie la loi, rien que la loi, et que tout le monde puisse s'y soumettre, en commençant par les premiers citoyens de la République. C'est qu'il a fait en ce qui les concerne personnellement, et il nous a indiqué le cap. On fait partie d'une autre génération qui doit faire les choses autrement. J'épouse la thèse de Freddy, je l'accompagne avec celle de Patrick, pour dire qu'effectivement nous passons des mondes vers un autre monde, les mondes qui nécessitent les renouvellements. On ne peut pas reproduire ou construire une nouvelle république avec les mêmes. C'est impossible. Les gens sont tordus pour l'essentiel, ce qui fait qu'avec un bras tordu, vous ne savez pas manipuler les outils. Donc vous avez toujours la même façon de manipuler. Alors qu'il faut aller à gauche, qu'on y aller à droite, parce que vous n'êtes pas outillé pour ça. Par conséquent, me semble-t-il, avec les rapports de Luzolo, ce qui va avec la loi fondamentale qu'il faut respecter, merci à Joseph Kabila de nous permettre maintenant de mettre en place une république de la loi et qui respectera à la fois nos convictions, notre dignité, et mettra en perspective nos possibilités de développement. Ils étaient profonds dans leur argumentaire. Patrick Kanga, conseiller politique à la présidence de la République, Monsieur Guillaume Manjolo, secrétaire général, vous complétez? De l'ULDC, cher Aramo Chibanda. Et Freddy Moulumba, politologue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avions donc tous décortiqué les discours du président de la République à la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Très chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Bonne soirée chez vous.